Bonjour, je suis Bendoula Khal, professeur de physique au lycée pilote Bourguiba de Tunis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un cours, la suite de ce qu'on a fait la dernière fois, sur les oscillateurs électriques libres amortis. Alors, bien sûr, ce cours est présenté sous la direction de Monsieur l'inspecteur général, Monsieur Fawzi Hammami. Alors, je rappelle un peu ce qu'on a vu la dernière fois sur les oscillateurs électriques libres amortis. Donc, on avait fait une étude expérimentale au cours de laquelle on a vu évoluer la tension aux bornes du condensateur comme on l'a déchargé à travers une bobine et un résistor. On avait établi que, expérimentalement, que la tension UC de T diminuait au cours du temps, qu'elle effectuait des oscillations électriques qui étaient dans un premier temps pour de faibles amortissements, c'est-à-dire pour de faibles valeurs de la résistance totale du circuit. On avait montré qu'on avait un régime pseudo-périodique. Ensuite, comme on a augmenté la résistance totale du circuit, on a vu que pour une résistance totale assez importante, UC de T n'oscille plus et donc UC de T diminue étant vers 0 sans qu'il y ait d'oscillation, et on avait parlé à ce moment-là de régime apériodique. Alors, dans ce cours, nous allons faire une petite étude théorique. Donc, nous allons établir l'équation différentielle qui régit ces oscillations. Ensuite, nous allons effectuer une petite étude énergétique qui finira par une petite application. Donc, on va commencer par effectuer, nous allons plutôt établir l'équation différentielle relative à la charge Q au cours de ces oscillations. Alors, pour établir l'équation différentielle relative à la charge Q, il faut tout d'abord représenter le circuit de la décharge oscillante, et puis il faut orienter notre circuit, il faut indiquer l'intensité I du courant électrique sur le schéma du circuit. Il faut flécher les tensions des différents dipôles. Là, par exemple, on a choisi le sens conventionnel, ce sens positif. Donc, le condensateur est un dipôle récepteur. Donc, la flèche tension sera opposée au sens du courant électrique. De la même manière, pour le résistor, on représente la flèche tension opposée à l'intensité I du courant électrique et la tension aux bornes de la bobine. Alors, il faut représenter le circuit orienté et fléché pour pouvoir appliquer la loi d'Émaille. Or, d'après la loi d'Émaille, on a UC plus UB plus UR est égal à 0. Alors, comme on sait que la tension aux bornes du condensateur n'est autre que la valeur de la charge Q sur la capacité C du condensateur, on sait que la tension aux bornes de la bobine, qui possède une petite résistance, s'écrit de la forme L dI sur dt plus petit r fois I. Et d'après la loi d'Ohm, on sait que la tension aux bornes du résistor, c'est égal à grand R fois l'intensité I du courant électrique. Alors, on va remplacer l'expression de UC, l'expression de UB et l'expression de UR dans l'expression de la loi d'Émaille. Donc, on voit ici que on remplace UC par Q sur C, on remplace UB par L dI sur dt plus petit r fois I, grand UR c'est égal à grand R fois I. Donc, si on remplace tout ça, on va obtenir Q sur C plus L dI sur dt plus la somme des résistances fois I est égale à 0. Cette équation, on va la noter grand 1. Alors, on a I égale à dérivée de Q par rapport au temps. Donc, on va remplacer l'expression de I ici dans cette équation numéro 1. Donc, si je remplace I par dérivée de Q par rapport au temps, on voit ici que dI sur dt va être égal à la dérivée seconde de Q par rapport au temps. On remplace I par dQ sur dt et on maintient Q sur C. Donc, on va obtenir à ce moment-là dérivée seconde de Q par rapport au temps plus la somme des résistances sur l'inductance L de la bobine
fois dérivée de Q par rapport au temps, plus 1 sur LC fois Q est égal à 0. On voit ici qu'on a obtenu une équation qui réunit Q, qui est une fonction du temps, sa dérivée première et sa dérivée seconde. Ce type d'équation, on l'appelle équation différentielle du second ordre, puisqu'on a une relation entre la fonction Q et sa dérivée seconde. Alors, ce type d'équation, sous cette forme, c'est l'équation différentielle d'un oscillateur électrique libre amorti. Alors, bien sûr, ici, on peut nous demander d'établir, par exemple, l'équation différentielle relative à la tension UC. Alors, pour ça, on va écrire tout ça, dérivée seconde de Q par rapport au temps, plus la somme des R sur L dQ sur dt, plus 1 sur LC fois Q égale à 0. Alors, pour avoir l'équation différentielle relative à UC, on sait que Q, tout simplement, c'est égal à C fois UC. Et à partir de là, il suffit, dans cette équation différentielle, de remplacer Q par C fois UC, et on va obtenir à ce moment-là C fois dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus grand R plus petit r fois la capacité C sur L d de UC sur dt plus 1 sur LC fois C fois UC égale à 0. Comme la capacité C est une constante, donc on peut mettre C facteur de dérivée seconde par rapport au temps de UC. Plus la somme des résistances sur L fois d de UC sur dt. Plus 1 sur LC fois UC, tout ça, c'est égal à 0. Donc la capacité C est différente de 0. Par conséquent, on obtient dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus grand R plus R sur L fois d de UC sur dt plus 1 sur LC fois UC. Tout ça, c'est égal à 0. C'est l'équation différentielle relative à UC. Alors, bien sûr ici, on pouvait donc demander d'établir l'équation différentielle relative à UR. Alors, on va établir l'équation différentielle relative à UR. On va repartir un peu depuis le début. Donc, d'après la loi des mailles, on a UB plus UR plus UC égale à 0. Or, UB, c'est égal à LDI sur dt plus petit r fois I. UR, c'est égal à grand R fois I. Donc, on va écrire ici grand R plus petit r
fois I plus UC qui est égal à Q sur C égale à 0. Alors, on va essayer donc d'établir l'équation différentielle en I. Donc ici, on va dériver cette expression, donc on va appeler l'équation 2, on dérive, donc ici par rapport au temps. Donc, l'équation 2 par rapport au temps. On va obtenir à ce moment-là, donc, L, dérivée seconde de I par rapport au temps, plus la somme des résistances fois dI sur dt, plus 1 sur C, dQ sur dt, c'est égal à I. Donc, on va avoir ici 1 sur C fois I est égal à 0. On peut toujours diviser par L pour obtenir une équation donc homogène. Donc, on va avoir dérivée seconde par rapport au temps de I plus la somme des résistances sur L fois dI sur dt plus 1 sur LC fois I égale à 0. Ça, c'est l'équation différentielle relative à l'intensité I du courant électrique. Comme on veut établir l'équation différentielle en UR, qu'est-ce qui manque ici pour avoir un UR? Tout simplement, il suffit de multiplier à droite et à gauche par grand R. Donc, on peut toujours multiplier ici par grand R, à droite et à gauche. Donc, ça, c'est fois R fois 0, ça vaut 0. R étant une constante, on peut l'insérer à l'intérieur de la dérivée. Donc, on va avoir dérivée seconde de UR par rapport au temps, plus la somme des résistances sur L, D de UR sur dt, plus 1 sur LC fois UR est égal à 0. Alors, on peut remarquer ici que I, UR, et tout à l'heure, on avait montré l'équation différentielle de UC, ces trois grandeurs, et même UB, vont vérifier l'équation différentielle, donc, de la même forme, c'est-à-dire dérivée seconde par rapport au temps, par exemple de UB, plus la somme des résistances sur grand L fois dérivée de UB par rapport au temps, plus 1 sur LC fois UB égale à 0. Dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus la somme des résistances sur L, D de UC sur dt, plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Dérivée seconde de Q par rapport au temps, plus la somme des résistances fois I, dQ sur dt, plus 1 sur LC fois Q égale à 0. De même pour l'intensité I du courant électrique. Donc les grandeurs électriques qu'on a ici, aussi bien UC, UB, UR, I et Q, satisfont tous la même équation différentielle qui est l'équation différentielle d'un oscillateur électrique libre amorti. Alors, ça c'est dans le cadre de la remarque. Donc, parlons maintenant un peu d'énergie. Donc, on va essayer d'effectuer une étude énergétique à partir de là. Alors, on avait montré depuis le début que, donc, lors du premier chapitre, qu'un condensateur chargé emmagasine de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique est égale à Q au carré sur 2C. C'est-à-dire Q égale à C fois UC, donc l'énergie électrique peut s'écrire aussi C fois UC au carré sur 2. On avait montré que, lors de l'étude de la bobine, qu'une bobine parcourue par un courant électrique emmagasine de l'énergie magnétique. Et l'expression de l'énergie magnétique est égale à 1/2 de L I au carré. Alors, le condensateur, ici, porte une charge Q pendant les oscillations. La bobine est parcourue par un courant électrique I. Donc, en gros, le circuit
pendant les oscillations, il emmagasine une énergie totale est égale à la somme de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique. Cette énergie totale, on va l'appeler l'énergie électromagnétique. Donc, l'énergie électromagnétique emmagasinée par le circuit à un instant T, on la notera désormais par E total, qui est égal à la somme de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique, équivaut ici Q au carré sur 2C plus 1 demi de L I au carré. Donc ça, c'est l'expression de l'énergie électromagnétique totale. Alors, voyons si cette énergie électromagnétique demeure constante ou elle va diminuer, comment elle va évoluer au cours du temps. Alors, on a vu tout à l'heure que la tension aux bornes du condensateur diminuait au cours du temps, jusqu'à finir par s'annuler. Donc, en quelque sorte, le condensateur a perdu toute son énergie. À la fin, il n'y a plus d'oscillation, il n'y a plus rien. Donc, la charge Q est égale à 0 et l'énergie électrique est nulle. Et l'intensité du courant électrique finit par s'annuler à la fin. Et donc, cette énergie magnétique s'annule pareil à la fin des oscillations. Nous, on va le montrer donc théoriquement. On va montrer que cette énergie électromagnétique va décroître au cours du temps. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, pour montrer qu'une fonction décroît au cours du temps, il suffit de montrer que sa dérivée est négative. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on a l'énergie totale est égale à Q au carré sur 2C plus l'énergie magnétique, c'est-à-dire 1 demi de L I au carré. Alors, dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, va être égale, l'énergie totale ici, c'est la somme de deux fonctions, Q au carré sur 2C plus 1 demi de L I au carré. Donc, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, on va voir ici, ça va être égal à dérivée de cette partie, c'est-à-dire Q au carré sur 2C par rapport au temps, plus dérivée de 1 demi de L I au carré, toujours par rapport au temps. Alors, on sait que C est une constante, donc on a ici 1 sur 2C, la dérivée de A fois F, où A est une constante, c'est égal à A fois dérivée de F. Donc ici, on va avoir 1 sur 2C fois la dérivée de Q au carré. Q est une fonction du temps, donc on sait en mathématiques que quand on a une fonction f au carré, sa dérivée, c'est égal à 2f, f'. Donc là, dérivée de q au carré, c'est égal à 2 fois q fois dérivée de q par rapport au temps. Donc ici, je vais avoir 2 fois q fois dérivée de q par rapport au temps. Plus, alors, pareil ici, 1 demi de L, c'est une constante, donc elle sort de la dérivée, donc ça nous fait L sur 2 fois dérivée de I au carré. I au carré est une fonction du temps, donc dérivée de I au carré par rapport au temps, c'est égal à 2 fois I fois dérivée de I par rapport au temps. Donc ici, je vais avoir 1 demi de L, donc qui sort de la dérivée, fois dérivée de I au carré, c'est-à-dire fois 2 fois I fois dérivée de I par rapport au temps. On voit ici que on a ce facteur 2 et 1 demi qui vont se simplifier. Pareil, donc ici. Et on va dans cette expression. Ça, c'est I. Et ça, c'est I. Ce 2 et ce demi vont se simplifier. Donc, à partir de là, on peut mettre I en facteur.
facteur donc de Q sur C plus L dérivée de I par rapport au temps. On avait déjà montré, donc précédemment, que Q sur C plus LDI sur dt plus la somme des résistances fois I est égal à 0. Donc on va noter ça. Donc, le contenu de cette parenthèse, Q sur C plus LDI sur dt, d'après la loi d'Emaille, est égal à moins grand R plus petit r fois I. Donc c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, Q sur C plus LDI sur dt plus la somme des résistances fois I égale à 0. Donc Q sur C plus LDI sur dt est égal à moins grand R plus petit r fois I. Et du coup, ici, on voit apparaître I, facteur de moins grand R plus petit r fois I, et tout ça, ça vaut moins grand R plus petit r fois I au carré. On voit ici que la dérivée par rapport au temps, c'est égal moins la somme des résistances, c'est-à-dire la résistance totale du circuit, fois l'intensité I du courant électrique au carré. L'intensité du courant électrique n'est pas constamment nulle. On a vu donc qu'au cours du temps, I variait, donc elle n'est pas constamment nulle. I au carré, c'est une grandeur donc, qui va être supérieure ou égale à 0. Avec le signe moins ici, ça va nous donner moins R total fois I au carré. Tout ça, ça va être négatif donc au cours du temps. Donc ici, ça va être bien sûr inférieur ou égal à 0. Et par conséquent, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps est négative. Donc ici, on dit que l'énergie totale par rapport au temps décroît au cours du temps. Donc, au cours des oscillations électriques, l'énergie électromagnétique diminue au cours du temps. On voit que cette variation est égale à moins R total fois I au carré. Alors, si on veut revenir à ce qu'on a vu en deuxième année, R fois I au carré, c'était une puissance dissipée par effet Joule. Donc, en d'autres termes, la variation de l'énergie totale, tout simplement, en valeur absolue, ça va être égal à R total fois I au carré. En quelque sorte, c'était, donc, en valeur absolue, c'est la puissance dissipée par effet Joule. Donc, l'énergie totale est perdue, tout simplement, par effet Joule au cours des oscillations. C'est ce qui fait que, à la fin des oscillations, tout s'annule et toute l'énergie électromagnétique se transforme, donc, en chaleur. Alors, voyons maintenant l'exploitation de ces résultats. Donc, on récapitule ici que la dérivée de l'énergie totale égale à moins R total fois I au carré. Donc, l'énergie totale décroît au cours du temps jusqu'à s'annuler. Cette énergie électromagnétique est dissipée sous forme de chaleur. Nous allons procéder à une petite application maintenant. On peut nous demander de calculer l'énergie dissipée entre deux dates particulières. L'énergie dissipée par effet Joule. Alors, entre par exemple ici, l'instant t égale à 0, je rappelle qu'à l'instant t égale à 0, la tension aux bornes du condensateur est égale à E qui vaut 9 volts. Et au bout d'une pseudo-période t, c'est-à-dire à t égale à 0,2 secondes, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, la tension aux bornes du condensateur, elle est maximale ici et elle vaut approximativement 4 volts. Alors, l'énergie dissipée entre l'instant t égale à 0 et au bout d'une pseudo-période t,
n'est autre que l'énergie électromagnétique totale à t égale à 0, moins l'énergie électromagnétique emmagasinée dans le circuit à la date t. Alors, pour calculer l'énergie électromagnétique totale à t égale à 0, on sait que, initialement, à t égale à 0, UC est maximale. Elle vaut E. Comme UC est maximale, par conséquent, l'intensité I du courant électrique qui est égale à dQ sur dt, qui est égale à CD de UC sur dt, à cette date-là, à t égale à 0, va être nulle. Et par conséquent, initialement, à l'instant t égale à 0, l'énergie magnétique est nulle. Et l'énergie électrique est égale à C fois E au carré sur 2. Donc, à l'instant t égale à 0, toute l'énergie électromagnétique est purement électrique. Elle est emmagasinée dans le condensateur. Donc, on écrira que l'énergie totale à t égale à 0, c'est égal à Q de 0 au carré sur 2C, c'est-à-dire C sur 2 UC de 0 au carré. Et ça vaut C, donc on a dit que UC de 0 c'est égal à E, ça vaut C E carré sur 2. Ça, c'est l'énergie totale à l'instant t égale à 0. Maintenant, on veut déterminer l'énergie totale emmagasinée dans le circuit au bout d'une pseudo-période t, c'est-à-dire à t égale à 0,2 secondes, ici. Là aussi, on regarde ici, on a un maximum, donc UC est maximal. Quand UC est maximal, ou bien minimal, donc quand UC est extrémal, l'intensité I du courant électrique, qui est égale à C dérivé de UC par rapport au temps, elle va être nulle. Donc par conséquent, même au bout d'une pseudo-période t, donc toute l'énergie est emmagasinée dans le condensateur et notre réservoir, qui est la bobine, elle ne contient pas d'énergie. L'énergie magnétique, à la date t égale à 0,2 secondes, elle va être nulle. Donc l'énergie totale du circuit, elle va aussi être purement électrique au bout d'une pseudo-période t. Et par conséquent, l'énergie totale à la date t va être égale à Q de t au carré sur 2C, ça nous fait C sur 2 fois UC de t au carré. Approximativement, UC au bout d'une pseudo-période vaut, on voit ici que, on avait dit que ça c'est 2 volts, donc ici c'est 4 volts. UC, ça vaut 4 volts. Initialement, UC vaut 9 volts. Donc, l'énergie dissipée entre l'instant t égale à 0 et la date t va être égale à l'énergie totale à la date t égale à 0 moins l'énergie totale à la date t. Ça va être égal à C sur 2 facteur de E au carré moins UC de t au carré. Donc, E étant égal à 9 volts, UC au bout d'une pseudo-période, ça vaut 4 volts. Le condensateur qu'on a utilisé, c'est égal à une capacité égale à 10 moins 3 farad. Donc, on écrit ici que l'énergie dissipée après 0,2 secondes va être égale à 10 moins 3 sur 2 facteur de 9 au carré moins 4 au carré. Tout ça, ça vaut 32,5 millijoules. Donc l'énergie dissipée entre l'instant t égale à 0 et au bout d'une pseudo-période vaut 32,5 millisecondes. Ça, c'est l'énergie dissipée entre l'instant t égale à 0 et la date t. Si on nous demandait, par exemple, de déterminer l'énergie dissipée entre l'instant t égale à 0 et une autre date t, il faut avoir recours toujours à la courbe. Par exemple, ici, dans l'exemple qui suit, nous allons déterminer l'énergie dissipée entre l'instant t égale à 0, c'est-à-dire initialement, et une date particulière, t2 égale à 7t sur 4, c'est-à-dire à cet instant exactement. Nous allons essayer, à partir de cette courbe, de déterminer cette énergie dissipée. Alors, pour ce faire, il faut calculer, comme tout à l'heure, l'énergie totale à l'instant t égale à 0 et l'énergie totale à la date t égale à t2, qui est égale à ici 7t sur 4. Sauf que le petit hic ici, à l'instant t2 égale à 7t sur 4, on voit que UC de t est égal à 0. Donc, à cette date particulière, UC est égal à 0, donc l'énergie va être nulle. L'énergie électrique va être nulle. Donc, toute l'énergie du circuit sera confinée dans la bobine, c'est-à-dire elle sera
magnétique. Et par conséquent, pour déterminer l'énergie magnétique, il nous faut déterminer l'intensité I du courant électrique. On sait que l'énergie magnétique, c'est égal à 1/2 de L I au carré. Donc, on doit être capable ici de déterminer l'intensité I du courant électrique à cette date, à la date T2. Alors, pour ce faire, pour déterminer l'intensité I du courant électrique, on sait que I est égal à C fois dérivée de UC par rapport au temps. Donc, à la date T2, C est d de UC sur dt, donc dérivée de UC par rapport au temps à la date T2. d de UC sur dt à la date T2 n'est autre que la pente de la tangente à la courbe à la date T2. Pour cette raison, j'ai tracé initialement la tangente à la courbe à la date T2. Et donc, la pente de cette tangente va représenter dérivée de UC par rapport au temps. Donc, ici, pour déterminer l'intensité I du courant électrique à cette date, il suffit de tracer cette tangente. On va déterminer la pente de cette tangente. À partir de là, on pourra déterminer la valeur de l'intensité I et par conséquent l'énergie magnétique à cette date. Alors, de retour à nos calculs, donc l'énergie totale à t égale à 0 vaut CE carré sur 2. L'énergie totale à la date t égale à 7t sur 4, elle est purement magnétique, ça vaut 1/2 de L I au carré. Donc, pour déterminer cet instant, l'intensité I du courant électrique, donc ça va être égal à la pente de cette tangente. Donc ici, il suffit, pour déterminer la pente, de faire le rapport de cette tension sur cette valeur, sur ce petit intervalle ici. Donc, la pente ici, elle vaut, d'après cette tangente, est égale, donc ici ça vaut à peu près 4 sur cette petite durée qui vaut à peu près 0,05 secondes. Donc la pente va être égale à 4 sur 0,05 secondes. Ça représente l'intensité I du courant électrique que je dois multiplier par C. Donc l'intensité I va être égale à capacité C, c'est 10-3 farad, fois la pente de cette tangente qui est égale à 4 sur 0,05. Tout calcul fait, à la calculatrice, on va trouver que à cette date, l'intensité I du courant électrique vaut 0,08 ampères, donc à peu près 80 milliampères. Et par conséquent, on connaît l'inductance L de la bobine, ça vaut 1 Henry. On peut déterminer l'énergie magnétique à cette date. Donc l'énergie magnétique à l'instant T2 égale à 1/2 de L I au carré. Ça va être égal, alors 1/2, donc 0,5, fois l'inductance L ici de la bobine vaut 1 Henry, fois l'intensité I du courant électrique qui est 8-10-2 au carré, ça fait 64-10-4. En tout calcul fait, ça va donner l'énergie magnétique à la date T2 est égale à 3,2 millijoules. Et par conséquent, l'énergie totale à T égale à T2 va être égale à 3,2 millijoules puisque l'énergie électrique à cette date est égale à 0. Elle est purement donc magnétique à la date T2. Et par conséquent, on cherche à déterminer l'énergie dissipée. C'est la différence entre l'énergie totale à T égale à 0 et l'énergie totale à la date T2. Donc, ce qui nous fait ici, par application, ça va être égal à, donc l'énergie totale à T égale à 0, qu'on a déjà calculé ici tout à l'heure, ça vaut 40,5 millijoules, moins l'énergie totale à l'instant T2, qui vaut 3,2 millijoules, donc ça nous fait 40,5 moins 3,2 millijoules, donc ça va être égal à 37,3 millijoules. Alors, on a vu donc tout à l'heure que l'énergie dissipée entre cette date et cette date, elle avait une valeur, est égale, donc je reviens sur l'autre diapositive, ça vaut 32,5 millijoules. Maintenant, l'énergie dissipée entre l'instant t égale à 0 et cette date vaut 37,3 millijoules. Donc on voit ici que l'énergie dissipée est en train d'augmenter, tout simplement puisque l'énergie totale, électromagnétique totale, est en train de diminuer jusqu'à finir par s'annuler. Et il est clair ici, à la fin des oscillations,
toute l'énergie électromagnétique sera transformée en chaleur et donc l'énergie dissipée à la fin des oscillations vaudra bien sûr ici l'énergie totale qu'on a emmagasinée initialement dans le condensateur, c'est-à-dire 40,5 millijoules. Donc ça, c'est la valeur maximale de l'énergie dissipée à la fin donc, des oscillations. Donc toute l'énergie électromagnétique se transforme en chaleur. Alors, on est arrivé au terme de ce cours. J'espère que vous avez compris ce qu'on vient de faire. Merci pour votre attention et à bientôt.